Bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de la séance, on va dire, je crois, la sixième séance du 20 avril, exactement, où on va s'intéresser un petit peu toujours aux isocontes, hein, donc avec des formes un petit peu particulières. Et on va aussi attaquer le taux marginal de substitution, hein, donc technique, un petit peu l'équivalent du TMS chez la théorie du choix du consommateur. Très bien. Alors, comme on l'a déjà expliqué la dernière fois, la forme la plus fréquente dans les isocontes, c'est la forme convexe qui représentent bien sûr des inputs qui sont imparfaitement substituables. Mais il y a aussi des isocontes un petit peu spéciales, un petit peu particulières, des formes, on va dire, exceptionnelles, et qui concernent bien sûr les autres types d'inputs, hein, qui représentent les autres, je dirais, catégories, hein, donc, de facteurs de production, à savoir les inputs parfaitement substituables, pour lesquels on utilise une isoconte sous forme de droite, et les inputs complémentaires pour lesquels on utilise des isocontes sous forme de L. C'est à peu près le même principe qu'on a utilisé pour les biens chez le consommateur, à savoir les biens parfaitement substituables, imparfaitement substituables et complémentaires, bien sûr. Très bien. Alors, donc, on va commencer par justement les isocontes sous forme de droite. Donc, le quatrième point, toujours, hein, dans cette section. Donc, isoconte particulière ou spéciale. D'accord? On va les traiter tout de suite. Très bien. Alors, on va commencer par les droites. OK? Donc, on va dire 4.1. Donc, isoconte sous forme de droite. Très bien. Donc, il faut savoir que quand on parle d'isoconte sous forme de droite, ça veut dire tout simplement que K et L, les deux facteurs, voilà, sont parfaitement substituables. Automatiquement. D'accord? Très bien. Ça veut dire quoi? Parfaitement substituable. Ça veut dire justement que chaque fois que je dois, par exemple, remplacer une unité du capital, donc delta K est égal à moins 1, eh bien, delta L est égal à une constante. C'est-à-dire est égal à une quantité qui ne change jamais. Par exemple, si j'ai une machine qui tombe en panne, donc une machine en moins, donc je vais la remplacer chaque fois par le même nombre d'ouvriers. Imaginons que c'est 2. Donc chaque fois que j'ai une machine en moins, je remplace par 2 ouvriers. J'ai 2 machines en moins, je remplace par 4 ouvriers. 3 machines en moins, 6 ouvriers, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta K sur delta L, comme on l'a déjà donné dans la définition, bien sûr, sera égal à une constante, donc elle est toujours fixe, il ne change pas. Très bien. Alors, à partir donc de cette définition, bien sûr, donc on sait que la fonction de production KL est égale à MK plus NL. Pour un petit rappel, si vous voulez, hein, donc M, c'est quoi? C'est la quantité d'output. Lorsque K est égal à 1, j'utilise une seule unité du capital. Donc pour la combinaison A, et 0 travail. Et petit n, c'est la quantité d'output lorsque j'utilise 0 capital et une unité de travail. Très bien. Alors, comment on obtient donc l'isoconte concernant donc cette forme linéaire, hein, donc vous savez, c'est une fonction de production linéaire. Bien sûr, on utilisera l'équation de l'isoconte. Ok? Alors, l'équation de l'isoconte, ben, toujours on part du même principe. Q est égal à Q0. Ok? Ce qui implique bien sûr que Q KL, on remplace Q par l'expression de la fonction de production, est égal à Q0. Et donc, ça nous donne MK plus NL, qui est égal à Q0. Et après, bah, on fait les petits réaménagements, hein, mathématiques où maintenant vous avez l'habitude de voir en essayant d'écrire K en fonction de L. Donc, j'essaie de me débarrasser de L, je le fais passer de l'autre côté, et donc ça me donne Q0 moins LL tout simplement, et donc l'expression générale toujours c'est Q0 moins NL sur petit n, ok?
D'accord? Après, bien sûr, ça dépendra de la valeur de petit m, Q0, et donc il suffit de remplacer. D'accord? Très bien. Donc, allez, on va attaquer première application. OK? Où on va prendre la fonction de production suivante. OK? Donc, imaginons qu'on a QKL est égal à K plus 3L. J'ai pris le même exemple que vous avez sur le polycope. Alors, petite question, à quoi est égal petit m? Petit m, c'est toujours le chiffre qui multiplie K. Ici, K, bien sûr, on n'a pas de chiffre, mais on peut imaginer que c'est 1 fois K, n'est-ce pas? Donc, petit m est égal à 1, donc c'est la quantité d'output que j'obtiens avec la combinaison 1, 0. N'est-ce pas? Petit n, donc c'est toujours le chiffre qui multiplie L, donc c'est 3. Et donc, c'est la quantité d'output que j'obtiens avec la combinaison 0, 1. Très bien. Donc là, j'ai j'ai interprété tous les paramètres de ma fonction de production. Donc, question, représenter, graphiquement bien sûr, graphiquement, ok, les isocantes suivantes. Les isocantes suivantes. Alors, on va vous donner Q0 est égal à 18, d'accord, Q1 est égal à 36 et Q2 est égal à 48. Donc, 3 isocantes à représenter. Très bien. Alors, réponse. Bien, donc on a une fonction de production comme on vient de le souligner, donc elle est linéaire. Donc on va chercher son équation de l'isocante pour essayer de représenter ces 3 isocantes ou 3 niveaux d'output. Parce que je rappelle, chaque niveau d'output est représenté par une isocante, une courbe. Très bien. Alors, donc, équation de l'isocante, première étape. Très bien. Alors, cette équation donc s'obtient en égalisant donc l'expression de la fonction de production avec la constante Q0, un niveau d'output, quelle que soit sa valeur. Donc, on prend le cas général, Q0. Je remplace, bien sûr, l'expression de la fonction de production, Q, par K plus 3S, c'est ce qu'on m'a donné dans l'application, qui est égal, bien sûr, à Q0. Okay, et après, c'est relativement facile, hein, il suffit d'écrire K en fonction de L. Je fais passer 3L de l'autre côté, ça fait Q0 moins 3L. Donc, c'est très simple comme exemple ici, basique même. Donc, K est égal à Q0 moins 3L. Il dépend de L, bien évidemment. Et il dépend, bien sûr, du niveau d'output qu'on cherche à représenter. Et après, bah, il suffit juste de remplacer. Alors, on va commencer par la première isocante qui représente le niveau d'output Q0 est égal à 18. D'accord? Alors, cette équation générale va devenir une équation particulière ou spécifique en remplaçant juste Q0 par son expression, enfin sa valeur, est égale à 18 moins 3L. Donc, je vais travailler avec cette équation. Alors, la question qui se pose toujours pour la représentation graphique, combien de points? Donc, on a dit pour l'isocante convexe, il faut 3 points, c'est-à-dire 3 combinaisons. Maintenant, ici, j'ai une droite. Alors, droite, j'ai besoin uniquement de 2 points. Je n'ai pas besoin de 3. Donc, pareil, hein, donc je choisis les combinaisons les plus simples parce que chaque point, il est représenté par une combinaison. Donc, je vais chercher les combinaisons pour avoir les points. Très bien. Alors, j'ai besoin de 2 combinaisons. Je cherche les plus simples, c'est-à-dire donner les valeurs les plus basiques. Donc, L, par exemple, est égal à 0 et j'en déduis K. K est égal à 0 et j'en déduis L. Donc, L est égal à 0. K sera égal à 18 forcément, donc ça c'est 0, il reste 18. Donc j'obtiens une première combinaison, un premier point, qui correspond à la combinaison 18, 0, bien sûr, ok? Ensuite, K est égal à 0, d'accord? Donc L sera égal à combien? Ben, si le 0, 18, il est là, ça fait moins 18 sur moins 3, ça fait 6. Donc L est égal à 6. Et j'obtiens ma deuxième combinaison qui est égale à 0, 6. Et là, effectivement, hein, donc j'obtiens une droite, d'accord, AB, qui va représenter l'isocante Q0 est égal à 18. Donc, l'isocante Q0 est égal à 18 sera représentée par la droite AB. Ok? Par la droite AB.
Très bien, donc il suffit de représenter les deux points A et B. Après, je vais les relier tous les deux et j'obtiens donc la droite. Donc on va revenir sur la représentation dans un instant. Alors on continue notre travail. Donc de la même manière Q1, donc deuxième niveau d'output, deuxième isoconte. Alors Q1 est égal à 36. Bah, pareil, je vais remplacer dans l'équation de l'isoconte, l'équation générale. On a K qui est égal à, qu'est-ce qu'on a obtenu? Q0 moins 3L, donc ça fait 36 moins 3L, n'est-ce pas? Et donc ça devient l'équation de cette isoconte Q0. Alors certains vont dire oui, mais on a Q0, et là vous remplacez par Q1. Non, Q0, Q1, Q2, Q3, tout ça, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire juste un niveau d'output, d'accord? Et donc après, bien sûr, lorsqu'on a plusieurs, donc on est obligé de numéroter 0, 1, 2, 3, etc. Mais si par exemple, je mets juste K, d'accord, dans l'équation générale, K est égal à Q moins 3L, eh bien, à chaque fois que j'ai un niveau d'output, je vais remplacer par sa valeur. Ça veut dire la même chose, ok? Très bien. Donc, K pardon, est égal à 36 moins 3L, et je fais la même chose. J'ai besoin uniquement de deux points, donc deux combinaisons. Je vais choisir les plus simples. L est égal à 0, pareil. K est égal à 36, et j'obtiens donc une combinaison, une nouvelle combinaison, donc on va dire C. Ok, donc 36, 0. Ok, ça c'est 36. Très bien. Pareil, j'annule K et je cherche la valeur de L correspondant. Ça fait moins 36 sur moins 3, ça fait 12, bien sûr. Et donc ça sera D, c'est-à-dire 0, 12. Et donc pareil, l'isoconte Q1 est égal à 36, sera représenté par la droite CD. D'accord? Donc j'écris droite. Bon, vous l'avez bien compris, mais bon. Droite CD. D'accord? Très bien. Et la dernière, donc Q2 est égal, on a dit combien? 48. Alors pour Q2 est égal à 48, pareil, donc c'est un niveau d'output, c'est Q. K est égal, bien sûr, à 48, je remplace, moins 3L. Et je fais le même travail, hein, donc je vais chercher deux points, les deux points extrêmes de la droite, hein, qu'on obtient en annulant à chaque fois L ou K, et on en déduit la valeur de l'autre facteur. Okay? Donc L est égal à 0, ça veut dire que K est égal à 48. Et donc j'obtiens bien sûr E, la combinaison E, 48, 0, et après K est égal à 0, L sera égal à 48 sur 3, ça fait 16. Et donc, la combinaison F consistera en 0 unité de capital et 16 unités de travail. Et donc, l'isoconte représentant Q2 est égal à 48 sera représenté par la droite EF. Voilà. Et donc, une fois on a toutes ces combinaisons, on peut reporter tout ça sur un graphique, dans un plan de repères, LK, LK, L en abscisse, K en ordonnée. Et après, on reporte les points qu'on a trouvés ensemble. Très bien, donc pour la première isoconte, donc on a 18, 0 et 0, 6, d'accord? Ok, 18, donc là on va dire 18 là. Je prends un petit peu de manière arbitraire hein, pour gagner du temps. Donc 18 c'est le point A parce qu'on a L qui est égal à 0 ici. Et puis voilà, B c'est 6 ici par exemple. Voilà. Et donc j'ai les deux points A, B de combinaison. Il suffit de les relier comme d'habitude. Ok, j'obtiens l'isoconte Q0. D'accord. Après donc pour Q1 donc on a le niveau d'output 36. On a obtenu deux combinaisons, 36, 0. Ok. On va dire ici, par exemple, C. Là. Et puis D, donc c'est 12. Donc on va dire ici. Alors D, c'est bon, un petit peu 12. Hein, donc on a trouvé pour B6, bien sûr. Donc ça va être un petit peu ici quand même. Voilà. Et donc on respecte caractère parallèle hein, donc des isocontes, hein, parce qu'on a déjà démontré parmi les propriétés. Voilà, et donc ça sera Q1. Ok. Après on a 48, hein, donc c'est la droite de F. Ok.
Donc 12, 16 ici, par exemple pour F. Et puis donc on obtiendra plus loin, donc mais bon, je vais la tracer quand même. Ça sera aussi une droite qui est parallèle. Q2, voilà. Et ainsi de suite, hein. Donc quel que soit le niveau d'output, vous trouvez toujours deux combinaisons qui vont vous donner deux points à représenter graphiquement. Après, vous reliez les deux points. C'est les deux extrémités de chaque droite. Très bien. Bien sûr, plus on se dirige vers le haut, de par la première propriété, le niveau d'output, hein, effectivement, elle est croissant. Donc Q0, on a dit c'est combien? C'était Q0, alors je l'ai ici, 18, voilà. Donc Q0 c'est 18, après quand je monte un peu plus haut, donc Q1 ça devient 36, et là ça devient 48, vous voyez que ça augmente. Très bien. Alors, voilà un petit peu pour la première forme exceptionnelle, la forme particulière. Donc, chaque fois que vous voyez des isocontes sous forme de droite, sachez qu'il s'agit de facteurs d'input parfaitement substituables. Alors, deuxième forme un petit peu qui ne respecte pas la règle générale de la convexité, ce sont les isocontes en L. La lettre L, hein, donc majuscule, hein, voilà, en L. Très bien. Alors, cette forme que vous avez en L, donc chaque fois que vous avez une isoconte sous forme de L, sachez qu'il s'agit d'input complémentaire. Donc, input complémentaire. On l'utilise dans le cas de facteurs de production qu'on doit obligatoirement utiliser ensemble et dans une proportion qui est fixe, d'accord? Donc, input complémentaire, ok? K sur L, bien sûr, elle est fixe. Ah, vous connaissez maintenant la règle. Voilà. Et donc, la fonction de production qu'on va utiliser pour les inputs complémentaires, maintenant, vous connaissez, eh bien, c'est une fonction Léontief. Ce n'est pas une fonction Cobb-Douglas ou une fonction linéaire, mais c'est une fonction Léontief. Et donc QKL est égal au min, d'accord, de K sur A et de L sur P. On est bien d'accord, très bien. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est justement d'où vient cette forme en L? Pourquoi on a cette forme en L? Pourquoi on n'a pas une droite? Pourquoi on n'a pas une forme convexe? Ok. Quelle est la raison? Et après, quelle est la signification justement de cette forme en L? Et concrètement, on va voir dans une application comment on va tracer, représenter graphiquement donc cette isoconte. Ok? Très bien. Alors, on va d'abord commencer par la signification. Si vous le voulez bien, la signification ou le sens. Très bien. Alors, la signification, donc, isoconte en L. Ça veut dire quoi? Eh bien, lorsque je parle de L, donc L, c'est la combinaison d'un segment, ou si vous voulez d'une petite droite, d'un segment horizontal, hein, c'est le L, et un segment, bien sûr, vertical. Ok. Donc, quand vous prenez L, L, c'est ça. Donc, ça, c'est le segment, bien sûr, horizontal. Et ça, c'est le segment vertical. Ok. Quelle est la signification de ce segment horizontal? Pourquoi on n'a pas on a cette partie horizontale et pourquoi on a cette partie verticale? Donc, c'est ce qu'on va expliquer. Alors, la meilleure façon, hein, donc, si vous voulez, pour l'expliquer, on va prendre un exemple pratique, d'accord? Mais juste avant, si vous voulez bien, donc lorsque je parle de segment horizontal, ça veut dire qu'il est composé de points, n'est-ce pas? C'est un ensemble de points. Et quand je parle de points, ça veut dire des combinaisons productives. Et la particularité de ces combinaisons, c'est que, puisque ici on a K et ici on a L, et bien, donc ici, même si j'augmente la quantité de L, d'accord? Donc, on a un ensemble de combinaisons que même si L augmente, si K elle est fixe, la quantité de capital elle est fixe, eh bien le niveau d'output reste inchangé. C'est pour ça qu'on trace une droite horizontale. C'est ce qu'on va démontrer, d'accord? Et de la même manière, pourquoi on a un segment vertical? Parce qu'on a un ensemble de combinaisons productives, d'accord? Que même si j'augmente, parce que si je me déplace du bas vers le haut, eh bien K augmente. Donc même si K augmente, si L est fixe,
eh bien, le niveau d'output aussi restera inchangé. Et c'est ça qui explique hein, ces deux parties, verticale et horizontale. Et ça, c'est dû à quoi? À la nature des inputs, parce qu'ils ne sont pas substituables. Donc, si tu veux augmenter le niveau d'output, en augmentant le niveau, par exemple, du capital, il faut que tu augmentes avec lui le travail. Pourquoi? Parce que il faut que K sur L, pardon, reste fixe. Donc, si tu augmentes K et L ne change pas, donc là, K sur L ne va pas rester fixe, il va changer. Donc, si tu veux qu'il reste fixe, il faut que si tu augmentes K, par exemple, tu doubles K, il faut que tu doubles L. Comme ça reste fixe le rapport entre les deux. Donc, si tu augmentes ou tu fais changer uniquement un facteur et l'autre reste fixe, K sur L ne va pas changer, bien évidemment, il va changer bien évidemment, il ne va plus rester fixe. Et donc, forcément, hein, c'est impossible à augmenter le niveau d'output. Donc, si tu veux augmenter le niveau d'output, tu dois augmenter les deux dans la même proportion. Et comme ça, K sur L restera fixe. Donc ça, c'est à cause de la nature complémentaire des deux facteurs qui oblige le producteur à utiliser les deux ensemble, en même temps, et dans une certaine proportion. Donc si tu ne respectes pas cette proportion, ou si elle change, bien sûr, le niveau d'output, hein, voilà, ne va pas bouger. Et c'est ça qui explique pourquoi on a cette partie horizontale, verticale. Alors, bien sûr, expliquer comme ça, donc ça va paraître un petit peu abstrait, mais vous allez voir, c'est très simple à travers cet exemple. Ok, donc on va prendre, prenons le cas d'un chauffeur, donc un exemple de la vie quotidienne hein, qui vous parle plus, un chauffeur, donc qui représente le facteur travail, et une voiture, ok, qui représente le facteur capital. Donc voilà, chauffeur de taxi tout simplement, qui rend un service. Hein, donc l'output, bien évidemment, l'output, c'est le service de transport, ok, rendu au client. Et ce service de transport rendu à, voilà, si vous voulez, donc le maximum, parce que c'est déterminé quand même par la loi, c'est 3 passagers maximum. Hein, donc il ne peut pas dépasser, hein, 3 passagers. Donc, on a Q qui est égal à 3. Okay? C'est le niveau d'output maximal qu'il peut produire, c'est-à-dire le nombre de personnes maximales qu'il peut transporter. Donc, est égal à 3. Okay? Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours égal à 3. Hein? Donc, ça peut être égal à une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes. Et je parle avant la pandémie, parce que maintenant, avec la pandémie, on n'a pas le droit de transporter 3, par exemple. Okay? Mais disons que voilà, le maximum qu'il peut transporter, c'est 3. Donc, on va raisonner sur ça. Hein? Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Un passager, 2, ça n'a aucune importance. Ce qui nous intéresse, c'est les quantités des inputs. D'accord? Très bien. Donc voilà, vous avez bien compris, on a un chauffeur de taxi. Le chauffeur représente le facteur travail. La voiture, c'est le facteur capital. Et la quantité d'output maximale que je peux obtenir, bien évidemment, c'est 3. Et donc on va raisonner toujours sur, on va faire l'hypothèse que le taxi ou le chauffeur de taxi transporte toujours 3 personnes. Ok? Pour simplifier, c'est une hypothèse. Bien, allons-y. Alors, je vais prendre le cas. Ok, au K est égal à une constante, est égal à une voiture. J'ai une seule voiture. Et elle varie. Plus exactement, il augmente. D'accord? Donc, la proportion, hein, donc bien sûr, le facteur ici, travail et capital, ils sont complémentaires. On est bien d'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas rendre le service de transport uniquement avec la voiture, ni avec le chauffeur tout seul. Donc si j'ai un chauffeur sans voiture, je ne peux pas produire ce service. Si j'ai une voiture mais je n'ai pas le chauffeur, je ne peux pas non plus produire le service. Donc j'ai besoin des deux, d'utiliser les deux. Et dans une proportion fixe. C'est quoi la proportion fixe? C'est-à-dire que chaque fois que j'ai une voiture, eh bien, il lui faut un chauffeur. Ou si vous voulez, pour chaque chauffeur, il lui faut une voiture. Donc la proportion, c'est K sur L, c'est 1, toujours. D'accord? Donc il faut respecter cette proportion. D'accord? Très bien. Donc les deux facteurs étant complémentaires, donc on va voir un peu ce qui se passe si on change, bien évidemment, hein, le rapport, les quantités de travail, et on va fixer la quantité de capital. Donc je ne vais pas toucher au nombre de voitures, je vais changer uniquement le nombre de chauffeurs. Donc K est égal à 1, donc une seule voiture.
L est égal à 1. Donc, quel est ou combien je peux transporter au maximum? Donc, l'output est égal à 3. 3 passagers, bien sûr. Hein, donc, on a bien compris. Très bien. Alors, maintenant, ça, c'est la situation initiale. K est égal à 1. Donc, on a dit, hein, on garde la même quantité de voitures, le même nombre. Et on va augmenter le nombre de travail. Imaginons que maintenant, j'ai 2 chauffeurs. Combien je peux transporter? Maximum de passagers. Eh bien, c'est toujours 3. Pourquoi? Parce que même si j'ai 2 chauffeurs, le problème c'est que avec une voiture, un chauffeur, je peux transporter 3. Il me reste un chauffeur supplémentaire, mais ce chauffeur supplémentaire n'a pas de voiture supplémentaire. Donc, il ne peut pas travailler. Donc, c'est comme s'il va rester au chômage. C'est comme si je n'ai pas de travailleurs. Et donc, Q sera toujours égal à 3. Même si j'ai un chauffeur supplémentaire. Mais encore une fois, puisque le service exige l'utilisation, d'accord, complémentaire du chauffeur avec la voiture, et je n'ai pas de deuxième voiture, parce que j'ai toujours une seule voiture, bah, tout se passe comme si j'ai une seule voiture avec un seul chauffeur. Donc, le niveau d'output reste inchangé, constant. Pareil, K est égal à 1. L est égal à 3. Donc là, j'ai même 3 chauffeurs. Est-ce que ça va me permettre d'augmenter le niveau d'output? Non. Donc, avec une voiture, 3 chauffeurs, Q sera toujours égal à 3. Parce que les 2 chauffeurs supplémentaires que j'ai ici, en plus, ils n'ont pas de voiture sur lesquelles ils vont travailler. Donc, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils sont au chômage. C'est comme s'ils étaient au chômage. Et donc, le niveau d'output sera égal toujours à 3. Parce que c'est juste le premier chauffeur avec sa voiture qui vont travailler, tout simplement. Et un dernier exemple, K est égal à 1, L est égal à 4. Bah, pareil, même si j'augmente à l'infini, pardon, donc ici c'est 4, ici c'est 3. Même si j'augmente à l'infini le nombre donc voyez, hein, donc de chauffeurs, si le nombre de voitures ne change pas, et bien évidemment, donc le niveau d'output restera le même. C'est comme si je suis toujours avec une seule voiture et un seul chauffeur, même si j'ai 4 chauffeurs ici, vous voyez. Et donc, la conclusion qu'on peut en tirer, hein, donc à partir de ce premier raisonnement, c'est que tant que l'on a une seule voiture, ok, K est égal à 1, donc tant que K est égal à 1, même si on augmente L à l'infini, eh bien, le niveau d'output reste, bien sûr, hein, donc inchangé, d'accord? Donc, on aura toujours le même output que dans la situation initiale, c'est-à-dire le cas où on a un seul chauffeur et une seule voiture, ok? Très bien. Alors, bien sûr, donc si je prends ces combinaisons, ce sont des combinaisons ici, hein, donc ça c'est A, 1, 1, 1, B par exemple 1, 2, C, 1, 3, etc. Donc, A, 1, 1, B, 1, 2, C, 1, 3, D, 1, 4. Donc, toutes ces combinaisons, d'accord, toutes ces combinaisons, donc, donnent le même niveau d'output. Le même niveau d'output. Donc, s'ils donnent le même niveau d'output, donc ils peuvent, hein, le même principe qu'on a déjà développé, ils peuvent être représentés par la même courbe, n'est-ce pas? Voilà, par la même courbe. Très bien. Donc, on va voir ça dans la représentation. Hein, donc, mais bon, je peux le faire tout de suite, hein, donc, justement. Donc, ils peuvent être représentés par la même courbe. Et cette courbe, ça va nous donner un segment, ou le segment horizontal. Vous allez le voir tout de suite. Ça va nous donner le segment 1, donc horizontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'output reste inchangé, même si on augmente L. D'accord? Donc je vais le mettre entre parenthèses. Donc si K est une constante, L augmente, donc le niveau d'output reste inchangé. Voilà. Ok? Donc je vais le faire ici. Alors ici on a L, bien sûr, on a K. Alors, K est égal à 1 toujours. Et puis, on va changer, on va augmenter. Hein, donc, L2, 3, 4, 5, etc. OK? Alors, la première combinaison, bien sûr, donc c'est A et 1, 1. Voilà. Donc, ça, c'est la combinaison A. La combinaison B, c'est 1, 2.
ok. Elle est là. La combinaison C, c'est 1, 3. Pareil, c'est ici. Et puis, la combinaison D, voilà, c'est 1, 4. Ok. Donc, je ne fais que représenter les combinaisons qui représentaient les situations que j'ai expliquées tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Eh ben, A, B, C, D, qu'est-ce qu'on a dit? Ils donnent le même niveau d'output. Donc, par définition d'une isocompte, eh bien, les combinaisons qui donnent le même niveau d'output, elles peuvent être reliées par la même courbe. Donc, si je relie ces courbes, ces 4 points, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je vais obtenir justement un segment qui est parallèle à l'axe des abscisses. Okay, si je fais passer une droite, vous voyez, hein, donc par A, B, C, D, elle est parallèle à l'axe des abscisses, donc c'est une partie horizontale. Donc j'obtiens la partie horizontale dont j'ai parlé à l'instant. D'accord? Et après, on va inverser le raisonnement, on va fixer L et on va changer K, et ça va nous donner la partie V verticale, et comme ça on obtient la forme en L. Donc cette partie horizontale provient du fait de quoi? Tout simplement du fait que si L ou si K reste fixe, même si on augmente L, le niveau d'output reste inchangé. D'accord? Très bien. Donc, on va maintenant donc faire le raisonnement inverse et je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là pour passer à la deuxième partie.